Mesdames et messieurs, j'avais eu l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir le président Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, à Davos en janvier 2003. Quelques jours seulement après, Monsieur le Président, que vous ayez accédé à votre mandat. Vous êtes venu nous parler de votre vision nouvelle pour le Brésil. Vous nous avez parlé de l'agenda que vous vous proposiez de suivre avec votre gouvernement. Et depuis lors, Monsieur le Président, vous avez dirigé une transformation économique du Brésil positive. Vous avez stabilisé l'économie du Brésil et, comme vous l'avez promis, vous avez travaillé dur pour les citoyens les plus pauvres de votre pays, pour lutter contre la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, 4 ans après, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir à nouveau Monsieur le Président Luiz Inácio Lula da Silva. Il est accompagné d'une très importante délégation ministérielle. Et c'est avec très grand plaisir que nous vous accueillons ici au début de votre second mandat, puisque vous venez, il y a quelques semaines seulement, de gagner les élections au deuxième tour par une majorité de 60%. Et vous venez donc, cette fois-ci, à un moment où le Brésil connaît des conditions économiques très favorables, ayant un excédent commercial important, d'importantes réserves en devises, une inflation atténuée et des taux d'intérêt bas. Monsieur le Président, votre pays est devenu une sorte de modèle, un modèle de poursuite de politique économique saine, tout en intégrant votre pays dans l'économie mondiale sous la devise mondialisation à visage humain. Ce matin, nous nous réjouissons de vous entendre. Nous nous réjouissons de vous entendre nous dire ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre nouveau mandat. Monsieur le Président, au nom de nous tous, nous vous souhaitons cordialement, très cordialement, la bienvenue à nouveau à Davos. Je voudrais tout d'abord remercier M. Klaus Schwab, président exécutif du Forum économique mondial. Je voudrais également féliciter mes ministres qui ont fait avec moi ce voyage. Le ministre Meirelles, le ministre Fulgão, le ministre Celso Amorim. Je vois même Paulo Coelho qui est parmi nous. Le président de Petrobras également. Ce sont des amis et c'est à vous que je m'adresse, chers amis. En fait, je me fais un point d'honneur de venir au Forum de Davos. C'est presque pour moi une nécessité politique de prendre la parole ici, où il y a 4 ans, j'avais fait ma première apparition publique ici. Et c'est ici, justement, que j'avais exposé mes idées pour le programme Fin Zéro, Fome Zero, un programme qui visait à minimiser, à réduire au minimum les souffrances des 11 millions de familles du Brésil qui vivaient au-dessous de la ligne de pauvreté. Voici terminé mon premier mandat et je peux vous dire aujourd'hui que même si nous n'avons pas réalisé tout ce que nous voulions faire, nous avons fait beaucoup plus que ce qui avait été fait auparavant dans l'histoire de notre pays
en tout cas en ce qui concerne la politique sociale. Nous avons le programme Fin Zéro, nous avons le programme Bourse pour les familles, Bolsa Familia, qui atteint aujourd'hui 11 millions de familles qui vivent avec moins de 60 $ par mois. Nous avons pour cela l'obligation pour ces personnes d'envoyer leurs enfants à l'école. Les femmes sont obligées d'aller faire des examens prénataux, les enfants doivent être vaccinés, donc tout cela fait partie de ce programme Bourse des familles. Et nous avons décidé d'apporter l'électricité à davantage de personnes. Déjà 12 millions de personnes qui auparavant n'avaient pas accès à l'électricité bénéficient de ce service. Et nous avons maintenant encore le plan d'ajouter 5 millions de personnes. Le gouvernement fédéral maintenant y contribue à 20%, les États à 80%, les États à 20%. Et maintenant, nous allons faire en sorte, pendant ce deuxième mandat, que plus personne au Brésil vive sans électricité. Et en même temps, nous avons suivi un programme de réforme agraire très important. 380 000 familles ont été ainsi concernés par notre programme qui concerne des millions d'hectares, 27 millions d'hectares de terrain, en fait. Nous avons également suivi une politique de crédit très importante pour l'agriculture familiale qui a touché des familles qui ont bénéficié de 5 milliards de dollars pendant la période 2005-2006. Les microcrédits ont ainsi été très importants également au cours des 4 premières années de mon mandat. Bon, cela étant dit, je parlerai également des emplois. Nous en avons créé 5 millions de nouveaux. Jamais on n'avait vu cela dans l'histoire de mon pays. L'économie, comme l'a bien dit Monsieur Schwab, bénéficie aujourd'hui de la confiance à l'extérieur et de l'estime à l'intérieur, alors que notre économie n'a jamais trouvé une telle situation dans notre histoire. Le Brésil a réussi maintenant à agir différemment. Jamais nous n'avions eu un taux d'inflation si bas, jamais nous n'avions instauré une telle confiance dans le marché extérieur. Chaque fois que nous renforcions le marché intérieur, nous cessions d'exporter et vice-versa. Or, le pays a appris maintenant à suivre une croissance du marché intérieur, à juguler l'inflation tout en connaissant la croissance économique. Nous avons réussi à améliorer nos comptes, à équilibrer nos comptes et en même temps, nous avons ainsi réussi à avoir une réserve de 87 milliards de dollars, ce qui fait du Brésil un pays dans une situation privilégiée. Nous faisons partie du Club de Paris. Nous avons donc travaillé, mais sans qu'il y ait un traumatisme pour cela dans notre population. Nous avons montré que la démocratie et le sérieux sont des instruments efficaces permettant aux populations de connaître une économie en croissance et de mieux vivre. Mais cela n'a pas seulement concerné le Brésil. Ce changement concerne également toute l'Amérique du Sud au cours de ces 4 dernières années. En fait, la carte géopolitique d'Amérique du Sud a changé. Tous les gouvernements ont changé au cours de ces 4 dernières années. Et tous les gouvernements d'Amérique du Sud, je dis vraiment, tous les gouvernements, sans aucune distinction, se sont engagés sur le plan social de manière profonde afin que notre Amérique, si chère à nos cœurs, vive une vie meilleure, ce qui n'avait jamais été vu. Et au cours des 4 prochaines années, j'espère ainsi que non seulement le Brésil, mais l'Amérique du Sud tout entière puisse jouer un rôle extraordinaire. Nous avions dit au début de notre mandat que nous allions travailler pour changer la géographie mondiale, la géographie commerciale du monde. Et aujourd'hui, j'espère que les négociations de Doha pourront reprendre et changer sur le plan social, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en finir avec la pauvreté. Il faut
donner une possibilité aux pays pauvres de se développer. Il faut arrêter de faire en sorte que les pays riches donnent de l'argent à des gouvernants qui n'appliquent généralement pas cet argent pour ce à quoi il était destiné. Non, il faut des projets de développement véritables. Il faut générer des emplois, il faut générer la richesse. Il faut améliorer la qualité de vie des peuples de notre continent. Le Brésil fait partie de l'Amérique du Sud, certes, donc travailler avec l'Amérique du Sud, mais également avec l'Asie, également avec l'Afrique, et nous avons déjà gagné des points. Et je voudrais parler du commerce extérieur dans le monde, puisque ce commerce extérieur est si important pour l'Amérique du Sud, pour le Brésil, pour l'Inde, pour la Chine, des pays qui passent par un processus tout à fait exceptionnel de transformation. Bon. Étant terminé maintenant mon premier mandat, il ne faut plus parler du passé, il faut maintenant parler de l'avenir. Au cours de ce deuxième mandat, nous prenons un autre engagement pour le Brésil et pour l'Amérique du Sud. Tout d'abord, nous allons continuer à travailler de toutes nos forces à la création d'une communauté sud-américaine des nations, car nous sommes convaincus que l'Amérique du Sud ne pourra qu'en profiter. Il faut intégrer l'Amérique du Sud grâce à une bonne politique, à de bons projets, à une bonne politique d'intégration. Il faut une intégration dans les routes, les ponts, les télécommunications, les voies aériennes. Il faut donc pour cela que nous puissions construire un projet permettant de montrer que nous ne parlons pas seulement extérieurement en parlant d'intégration, mais que nous avons des projets concrets, bien ancrés, des projets qui puissent permettre au monde de voir que nous nous intégrons vraiment, comme ce que nous faisons par exemple avec le Pérou. Nous avons une route de 1800 km qui traverse le Pérou et qui va du Brésil jusqu'à l'océan Pacifique. Bien, donc nous commençons ce deuxième mandat en lançant un programme de développement du Brésil. Un programme de développement qui contient 3 volets. Premier volet, modification de la politique économique, surtout dans le domaine de l'exonération de plusieurs secteurs de l'économie. Comme c'est bon, un petit peu d'eau. Merci beaucoup. Donc, un deuxième moment, ce sont des mesures que nous proposons au Congrès pour lever les obstructions de la régulation afin que le Brésil ait davantage de facilité lorsqu'il veut mettre en œuvre ses projets. Et enfin, troisième volet, une définition sur le plan régional en tenant compte de la particularité de chacun des pays de la région afin de pouvoir développer les voies ferroviaires, les routes, l'électricité, le réseau électrique. Donc c'est un projet qui prévoit des investissements à la hauteur de 236 milliards de dollars jusqu'en 2010. Il y a eu beaucoup d'autres programmes au Brésil et je sais qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été témoins de ce type de programme chez nous. Et je crois qu'il y a eu peu de moments dans l'histoire où on a lancé de tels programmes aussi concrets comme ce que nous avons fait ici cette semaine. C'est un programme qui prévoit l'investissement de 140 milliards de dollars pour des logements et pour l'assainissement de base en vue de la construction de ces logements. Nous allons faire une petite révolution, d'abord dans les régions métropolitaines où se concentre la pénurie de logements la plus importante, surtout pour les personnes qui gagnent à peine le salaire minimum. Et c'est là d'ailleurs que se trouve l'origine de la violence et de la désagrégation, de la décomposition de la société pour des questions économiques, pour des raisons familiales et pour d'autres raisons que la sociologie nous expliquera et que la psychologie nous expliquera. En fait, c'est donc une action concrète que nous entreprenons et nous espérons pouvoir ainsi surmonter de nombreux obstacles.
Ensuite, nous avons pris l'engagement au cours de ces 4 prochaines années de faire dans plusieurs villes, dans toutes les villes du Brésil, une école technique professionnelle et une branche universitaire. Nous allons ouvrir l'université afin que, au Brésil, les gens puissent se former dans leur ville, sans devoir aller dans une autre ville ou même sans devoir se rendre dans la capitale. Nous sommes également prêts à faire un effort pour l'alphabétisation au Brésil, parce que nous sommes encore très en retard sur ce plan, et nous allons nous y attaquer avec force. Ce deuxième mandat, pour moi, est particulièrement important parce que nous ne voulons pas être comparés à un autre gouvernement. En effet, nous pourrons être comparés à notre propre action. Nous devons travailler en réfléchissant au Brésil que nous allons laisser au prochain gouvernement et à la prochaine génération. Et en particulier, moi, je suis convaincu que le Brésil depuis longtemps, n'avait plus vécu un moment aussi important que ce moment-ci. Je dis toujours que pendant la décennie des années 50, à l'époque de Juscelino Kubitschek, le Brésil connaissait une croissance de 7% par an, mais il y avait une inflation de 23% et le salaire minimum ne croissait pas de manière constante. Et maintenant, ensuite je pense à 1973, où la croissance était de 10%. Et où le salaire minimum, lui, diminuait en même temps. Or, pendant nos 4 années de gouvernement, nous avons travaillé de manière très harmonieuse. Le salaire minimum a connu lui aussi un accroissement annuel et aujourd'hui, nous faisons une proposition afin que le salaire minimum, jusqu'en 2023, chaque année puisse augmenter afin que les gens puissent vivre de manière digne chaque année un peu plus. Nous sommes passés de 10,49% à 12,24%. C'est une croissance qui n'avait jamais été connue par la couche la plus pauvre de la population. Donc nous essayons aujourd'hui de montrer au monde un Brésil qui s'est retrouvé lui-même, un Brésil qui apprend, qui consolide son processus démocratique. Il ne fait pas seulement un discours, il se rend capable de créer des revenus afin que le peuple puisse vraiment ressentir de manière profonde qu'il vaut la peine de vivre dans la démocratie, qu'il vaut la peine de tenir compte de toutes les possibilités qui en découlent, puisqu'un ouvrier en métallurgie peut devenir président de la République. Et que cette démocratie va leur permettre de conquérir de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions de vie. J'aimerais donc, j'ai déjà demandé à bien des collègues de le dire et de le confirmer. Je voudrais ici, à Davos, que l'on convoque les Européens, les Anglais, les Américains, les Japonais, tous les entrepreneurs de tous ces pays, afin qu'à partir du mois de février, de mars ou d'avril, ils viennent chez nous, afin qu'ils connaissent de plus près notre programme d'accélération de l'économie. Parce que nous allons en mars lancer la mise en œuvre d'un programme d'éducation, par exemple. Et il est important de dire qu'au cours de ces 4 premières années, nous avons créé 40 filiales d'universités. Nous avons créé des dizaines d'écoles techniques. Et nous voulons améliorer encore la situation, bien sûr, parce que nous pensons que grâce à la connaissance, grâce à l'éducation, grâce aux connaissances scientifiques et technologiques, nous pourrons mener le Brésil vers l'avant. Je me souviens de ce qu'a dit Garcia Dacafi et qui s'est adressé à tous les dirigeants d'Amérique latine. Il faut arrêter de voyager dans le monde en pleurant sur notre misère et en nous plaignant de notre sort. Il faut que nous comprenions que nous sommes responsables de ce qui se passe en Amérique du Sud et au Brésil. Nous sommes les responsables, très souvent, de ce qui s'est produit. Nous ne devons pas chercher d'autres coupables. Nous devons dire ce que nous voulons faire. Nous devons prendre nos engagements souverains vis-à-vis de notre peuple. Et nous devons agir.
Voilà pourquoi je voulais lancer cet appel ici. Et je voulais vous dire que le Brésil a trouvé définitivement la voie pour se transformer. Nous sommes un pays sérieux, nous sommes un pays respecté dans le monde, nous sommes un pays qui marche la tête haute, qui a des droits. Et c'est cela que nous allons chercher avec le G20 afin que les pays riches sachent que s'il n'y a pas d'accord dans les négociations de Doha, il ne vaut pas la peine d'occuper l'Irak, il ne vaut pas la peine de faire des guerres dans le monde. Rien ne sera résolu, rien ne sera fait par des aides financières ponctuelles non plus. Il faut générer des emplois, il faut distribuer les revenus et c'est ainsi que nous pourrons vivre dans un monde tranquille et paisible. Et je terminerai en vous disant que d'ailleurs ici nous avons le président de Petrobras et c'est pourquoi je le souligne. Nous avons un programme très fort au Brésil. À partir de janvier 2008, tout le diesel au Brésil contiendra 2% de biodiesel. En 2010, nous aurons 5% de biocombustible et l'industrie automobile réfléchit déjà à produire un moteur à cette fin. Donc un moteur qui utiliserait uniquement du biodiesel. Parce que pourquoi ne pas penser à cela? Cela permettra un développement, cela permettra un combustible plus propre et nous donnerons ainsi l'exemple. Nous pourrons faire en sorte que les pays d'Amérique centrale, les pays africains également puissent en profiter. Un grand pays riche et aussi grand que les États-Unis pourrait également agir dans ce sens. Il y aurait énormément de possibilités dans ce sens-là. Et ce pays pourrait ainsi, avec les pays pauvres, participer au financement de projets qui permettraient ainsi, par toutes sortes de cultures biologiques, par toutes sortes de produits, de permettre aux gens de produire des combustibles propres, des combustibles non polluants, des combustibles générateurs d'emplois. Et vous le savez, ainsi, petit à petit, nous pourrons vivre dans un monde plus tranquille, avec moins de guerres, où chacun pourra venir participer au Forum mondial de Davos, au Forum social, de manière plus tranquille. J'ai déjà vu d'ailleurs à Davos qu'il y a une amélioration. Il n'y a plus autant de manifestants, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus autant de problèmes pour venir ici. Donc il semblerait apparemment que les choses se normalisent. Les gens de droite voient peut-être que le sommet social est moins de gauche et les gens de gauche voient que le sommet de Davos est moins de droite. Alors peut-être les choses ainsi sont-elles en train de s'équilibrer. Et je vous donne cette idée. C'est que la persistance, l'opiniâtreté dans la tenue du forum de Davos a montré que le forum de Davos est une nécessité pour que l'on puisse s'y rencontrer, échanger des opinions, échanger des idées divergentes et convergentes d'ailleurs. Et toujours, nous devons agir, mais chaque année, nous devons agir plus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que nous avons tous été extrêmement impressionnés par la passion que vous avez mise dans cette vision très claire que vous avez de l'avenir du Brésil. Et je voudrais également ici rendre hommage à la présence de cette délégation très forte du Brésil. Il y a énormément de possibilités ici de suivre certains des aspects que vous avez soulignés. Et je vais maintenant inviter l'audience à poser une ou deux questions ou à faire un ou deux commentaires. Je vous prie de bien vouloir vous préparer. Mais entre-temps, je voudrais poser une question, Monsieur le Président. Vous avez présenté un nouveau programme de développement qui est très impressionnant. Je l'ai lu et il a été présenté il y a quelques jours seulement. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez le rôle du monde des affaires, d'une part, et le rôle
des gouvernements et des institutions publiques d'autre part. Et comment vous voyez le partenariat public-privé comme un aspect permettant d'avancer dans le cadre des projets d'infrastructure et comment vous voyez également la possibilité de faire de plans ambitieux quelque chose de réel. Réponse. Lorsque nous avons élaboré ce programme, nous avons travaillé tout d'abord sur la définition des possibilités d'investissement pour le gouvernement. Deuxièmement, nous avons travaillé également selon la possibilité concrète pour ces projets d'être réalisés en partenariat entre le public et le privé. Par exemple, les projets hydroélectriques et les projets de production d'énergie par le bois. Ce sont deux projets extrêmement ambitieux qui doivent se faire en partenariat avec l'industrie privée, ou alors carrément sur initiative de l'industrie privée. On verra quelles sont les possibilités. Quant aux routes, le Congrès a donc adopté les projets et maintenant nous sommes en train de travailler avec des entrepreneurs pour construire ces partenariats et pour travailler concrètement. Bon, alors, dans le cas où ce partenariat n'est pas possible parce que l'industrie privée n'a pas confiance, le gouvernement ne peut pas simplement s'asseoir et attendre. Il faut que le gouvernement, certes, travaille pour changer les règlements permettant d'attirer des entrepreneurs afin de réaliser des partenariats, mais nous devons aussi accomplir notre devoir. Il y a des choses qui ne peuvent attendre au Brésil, parce que cela ferait obstacle à la croissance. Nous avons des ports qui sont en train d'être construits à Rio, à São Paulo, à Maranhão, Itaqui, à Pernambuco, au Ceará. Ce sont des ports extrêmement importants pour le Brésil. Nous ne pouvons pas attendre. Nous attendons maintenant depuis 3 ans de procéder au dragage pour ces ports et nous ne pouvons plus attendre. Comme le dit un joueur de football, ou tu y vas, ou tu quittes. Ce n'est pas possible. Ça va coûter de plus en plus cher, sinon cela va retirer de la compétitivité au Brésil. Les entrepreneurs ici présents savent que je suis enthousiaste des exportations. Ils savent que je suis ardemment en faveur de vendre tout ce que nous pouvons produire au Brésil. Et si nous avons des routes, si nous avons des voies ferrées, si nous avons des ports efficaces, si nous avons de nombreux partenariats avec les entrepreneurs brésiliens et étrangers, nous aurons également la possibilité de parvenir à notre objectif et à notre croissance désirée. Je suis convaincu que la politique intérieure du Brésil est comprise par le Congrès et par les gouverneurs. Bon, parfois les gouverneurs ou les députés expriment leurs critiques et ne sont pas d'accord, mais finalement ils savent que le projet Lula n'est pas un projet gouvernemental, c'est un projet du Brésil, pour le Brésil. Si nous réussissons ce que nous voulons réussir jusqu'en 2010, celui qui me succédera aura un Brésil qui sera en meilleur état que celui que j'ai reçu moi. C'est cela qu'il faut pour les Brésiliens et pour ceux qui gouvernent le Brésil. Autre question? Questions or comments? Mi nombre es Gilberto Marín de México. Antes que nada quiero felicitar al presidente Lula porque ha demostrado en 4 años que se puede tener crecimiento económico con justicia social. También al ministro Furlan porque ha reinsertado a Brasil, sobre todo con un fuerte nivel de exportaciones, no solamente agrícolas, sino de productos manufacturados. Me voy al punto importante y es en este plan de crecimiento económico, donde están atacando los puntos claves y sobre todo el sector de crecimiento de vivienda, que son ciertos... Il y a 2 points sur lesquels je voudrais m'étendre davantage. En effet, les taux réels du Brésil sont les plus élevés du monde. Je parle des taux de croissance réelle. C'est là un point qui peut freiner la croissance économique. Cela s'est passé au Mexique et là, les taux réels sont beaucoup plus bas. Le deuxième point. Je sais que c'est difficile, mais je dois bien parler de la réforme fiscale. La réforme fiscale est l'un des moteurs importants qui peuvent amener le Brésil à atteindre des taux de croissance à 7 ou 8%, comme d'autres pays. Et enfin,
Cette croissance économique peut avoir des goulots d'étranglement, à savoir les ports. Nous avons déjà parlé des ports, mais ce sont les trois éléments. Réforme fiscale, taux réel d'intérêt et les ports. Merci. Olha, eu vou começar pela taxa. Je vais commencer par les taux d'intérêt. Il est vrai que nous tous ici présents, il y a le président de la Banque centrale, le ministre de l'économie, nous savons que les taux d'intérêt au Brésil devraient être plus bas qu'ils ne le sont. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement baisser les taux d'intérêt ainsi du jour au lendemain. Il faut d'abord créer la confiance. Il faut adopter une politique de confiance dans les marchés afin de pouvoir réduire de manière dynamique les taux d'intérêt. Nous le faisons année après année. Mais, je le dis tous les jours, ici, et je me souviens d'un économiste que je connaissais bien qui disait que la politique économique ne doit pas être une politique où on parle. Ceux qui parlent ne font pas et ceux qui font ne parlent pas. Alors, je pense qu'il faut ici acquérir de l'expérience. Il n'y a pas de plan magique, il n'y a pas de plan fait une fois pour toutes. On a inventé des plans pendant très longtemps, mais chacun de ces plans, 6 mois après, s'écroulait. Et lorsqu'il s'écroulait, le peuple en portait les conséquences. Alors moi, depuis le moment où j'ai commencé mon mandat, j'ai dit qu'il n'y avait pas de magie dans l'économie, que l'économie c'était quelque chose de sérieux et qu'il fallait comprendre que nous n'aurions jamais eu le succès obtenu sans responsabilité fiscale. Et c'est justement cette responsabilité fiscale qui a permis au Brésil, aujourd'hui, d'avoir une bonne balance des paiements, d'avoir 80 milliards de dollars de réserves, d'avoir des exportations de 240 milliards de dollars, d'augmenter le salaire minimum, de diminuer le nombre de pauvres, etc. Eh bien, ce comportement sérieux a permis aux gens de constater de manière réelle que nous ne nous lancions pas dans une aventure, mais que nous étions en train de faire un pays. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, petit à petit, les taux d'intérêt vont aussi baisser au fur et à mesure que les gens auront davantage confiance dans ce qui se passe dans le pays. Il y aura davantage de garanties et ces garanties pourront permettre de baisser les taux d'intérêt. Il y a aussi le fait qu'une grande partie de l'argent, et les grands entrepreneurs se trouvent ici aussi dans cette salle, qui doit également être considéré comme pour le financement de la dette. Mais il y a ceux qui ont des taux d'intérêt plus bas, il y a les banques de financement de l'industrie brésilienne, il y a déjà des progrès pour l'agriculture. Au Brésil, les crédits sont extrêmement favorables, ce qui renforce l'agriculture au Brésil. Les microcrédits ont eu un succès extraordinaire au Brésil aussi, une importance extraordinaire. Le travailleur brésilien obtient des microcrédits et ensuite on lui enlève les taux de son salaire chaque mois. C'est quelque chose de très régulier, très bien géré. Cela a permis des progrès considérables. Donc, grâce à toutes ces politiques, nous allons réduire les taux d'intérêt réels. La responsabilité de la politique fiscale maintenant. Je sais que tout le monde parle très facilement de la fiscalité au Brésil. Alors je répondrai que tout d'abord, le Brésil est un pays où l'ordre s'est instauré. La sécurité sociale, dit-on, connaît un déficit. Mais le déficit, c'est un déficit qui découle d'une décision prise en 88, c'est-à-dire une décision d'adopter des lois extrêmement fortes pour la sécurité sociale. Nous devons considérer les 6 millions de travailleurs dans l'agriculture. Ensuite, par la suite, nous avons créé la loi organique pour la sécurité sociale. Pourquoi? Pour aider ceux qui ne travaillent pas.
l'emploi, pour aider les personnes âgées, pour aider les handicapés. Tout cela, ça coûte cher. 40 milliards de reais. Et c'est une responsabilité qu'a le Brésil vis-à-vis de ses pauvres. Moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Alors maintenant, si vous considérez la prévoyance sociale brésilienne, et si vous considérez ceux qui contribuent, les entrepreneurs et les travailleurs, et si vous considérez ensuite les travailleurs qui reçoivent cette prévoyance, il n'y a pas de déficit. Nous avons inclus d'autres groupes de Brésiliens et de Brésiliennes dans un système. Et on appelle ça déficit. Non, le déficit, c'est un déficit sur le plan du Trésor, mais pas sur le plan de l'aide sociale. Nous devons, en tant que gouvernement, aider nos populations les plus pauvres et les plus défavorisées. Ce n'est pas possible autrement. Je ne me souviens pas de la troisième question. Ah oui, les ports. Bon, les ports, c'est déjà défini. Nous avons déjà défini une première étape. Mais les choses n'ont pas très bien fonctionné parce que la législation est trop complexe. Et nous devons faire un point d'honneur de cela. Nous devons transformer nos ports brésiliens en ports vraiment concurrentiels qui deviennent les meilleurs du monde, tout simplement. Oui, c'était 3 questions en fait en une seule qui viennent d'être posées. Donc malheureusement, nous devons parvenir à la fin de notre réunion avec le président Lula. Mais pour terminer cette réunion, Monsieur le Président, quel serait votre message que vous adressez aux dirigeants du monde des affaires qui se trouvent ici, dans cette salle? En fait, ces dirigeants se trouvent sous la pression de la nécessité de générer des profits. Et en même temps, nous avons beaucoup parlé de l'aspect social de la mondialisation. Alors, quelles sont vos propositions et vos avis concrets que vous voudriez donner à l'audience qui est ici présente, visant à combiner l'efficacité économique et la responsabilité sociale? L'effort de gagner de l'argent, c'est un très bon effort. Mais il faut aussi faire un effort pour éviter que cela porte préjudice à d'autres. Mais par cela, l'effort est tout à fait normal et louable. Je ne vais pas vous dire, venez visiter le Brésil, venez nous voir, etc. Non, non, je ne vais pas faire de publicité de ce type. Vous devez gagner de l'argent, donc vous ferez ce qu'il faut pour cela. De toute façon, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui suit. Vous tous, vous avez des rapports avec les gouvernements des pays importants du monde. Il est donc important que les entrepreneurs brésiliens, ou plutôt les entrepreneurs du monde tout entier, participent à l'action qui consiste à convaincre les gouvernements qu'il faut trouver un accord dans le cadre des négociations de Doha. Il est nécessaire que cet accord se fasse. Et je ne parle pas seulement pour le Brésil, parce que le Brésil est concurrentiel. Le Brésil n'a pas de problème, surtout sur le plan de l'agriculture. Mais si nous voulons donner un signal fort aux pays les plus pauvres de la planète, si nous voulons que ces pays aient une chance au XXIe siècle, il faut absolument que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, surtout ces pays les plus importants, assument une responsabilité, celle de permettre à cet accord de devenir une réalité. Il faut que cet accord se fasse, il faut diminuer un petit peu les subsides, il faut que l'on permette aux produits agricoles d'avoir accès au marché. Il ne s'agit pas des pays émergents seulement, il s'agit des pays les plus pauvres.
Mais il faut que l'on agisse de manière proportionnelle pour chacun. L'agriculture brésilienne, par exemple. Nous avons encore 25% de la population qui travaille dans l'agriculture. En Europe, il n'y a pas 1% de la population dans l'agriculture. Or, il faut éviter le terrorisme. Tout le monde veut éviter le terrorisme. Tout le monde veut éviter l'augmentation du crime organisé. Et pour cela, il faut que Doha soit un succès. Doha, c'est la voie. C'est la voie vers l'espoir de millions d'êtres humains qui attendent un geste de notre part. L'année dernière, j'ai rencontré le président Bush, j'ai rencontré le président Chirac, j'ai rencontré le premier ministre Tony Blair, j'ai rencontré la chancelière allemande, j'ai parlé à Zapatero. Enfin, je n'ai pas parlé à Dieu parce que, bon, c'est un peu plus difficile, mais Dieu a déjà fait beaucoup pour nous, donc je ne l'ai pas fait. Mais enfin, les gens ont leur sensibilité. Ce que vous n'allez pas faire pour Doha, vous allez le dépenser pour la guerre en Irak ou autre part. Donc il faut que vous compreniez cela. C'est l'appel que je lance aux entrepreneurs. Discutez avec vos gouvernements. Faites en sorte qu'ils se montrent intelligents à cette étape. Faites en sorte qu'ils concluent cet accord. Et je vous promets que le Brésil fera sa part aussi. Le Brésil accordera les concessions dans le cadre de ses possibilités. Et le G20, nous essaierons de le convaincre pour que les pays riches également fassent ce qu'ils doivent faire. L'Europe et les États-Unis aussi devront jouer leur rôle et faire leur part, parce que sinon il n'y aura pas d'accord. Merci, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez au plan national en tant que leader national et également en tant qu'homme d'État mondial, comme vous en avez apporté la preuve aujourd'hui. Merci de votre présence.